Historiquement vôtre. Le récit. J'ai jugé impossible de supporter le lourd fardeau de ma responsabilité et de remplir mes devoirs de roi comme je voudrais, sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime. Attendez, je vais le réveiller, il doit être en train de faire un rêve. Stéphane! Non, ces paroles ne sont pas de moi, Mathieu. Édouard VIII. Le 11 décembre 1936, le roi s'adresse au peuple britannique à la radio alors qu'il vient de renoncer au trône. Son règne n'aura duré que 327 jours. Une décision radicale que le souverain a prise officiellement par amour pour celle qu'il rêve d'épouser. Mais soyons honnêtes. Édouard, Albert, Christian, George, Andrew, Patrick, David, né le 23 juin 1894, arrière-petit-fils de la reine Victoria, descendant direct de Guillaume le Conquérant, n'a jamais eu vraiment l'étoffe d'un roi. Fils aîné de George V et de la reine Mary, il délaisse les études. Il sort d'Oxford sans aucun diplôme, sans le moindre goût pour la politique, et mentalement, le prince de Galles semble perturbé. Il souffrirait d'anorexie mentale. Il s'alimente peu, fait beaucoup de sport, incapable de se fixer en amour. Il multiplie les aventures avec des femmes déjà engagées comme Freda Dudley Ward, mariée depuis 5 ans et mère de 2 filles dont il s'amourache. Auprès d'elle, il s'épanche sur la dépression qui semble le ronger. Plus je pense à tout cela, plus je suis convaincu que le temps des rois et des princes est passé, que les monarchies sont démodées, même si je sais que c'est saugrenu dans ma bouche et que ça sonne bolchevique. Très tôt, le futur roi Édouard VIII montre donc des réticences à assumer son rôle de monarque. Par ailleurs, des rumeurs circulent sur ses liaisons jugées immorales dans l'Angleterre de ce début du XXe siècle. Ah, Édouard VIII serait un tantinet lubrique, Stéphane? Cher Mathieu, il faut bien sûr prendre ses commérages avec des pincettes, mais quand même, si sa liaison avec son cousin Lord Louis Mountbatten n'a jamais été prouvée. En revanche, son intime amitié avec Edward Metcalfe, le responsable des activités équestres de la cour, est révélée au monde en 1972. À la mort d'Édouard, les lettres qu'il a envoyées à son plus proche ami sont publiées. Forcément, un roi qui préfère faire un tagada de soin avec un cavalier plutôt que de monter sur le trône d'Angleterre, ça fait tâche. Stéphane, ce sont des propos qui vous suivront. Hein. Un roi qui préfère faire tagada de soin. Oui, enfin, vous voyez, expression moderne. J'essaie avec pudeur de dire ce que qu'il ces faisait, choses-là... effectivement, avec le responsable du centre équestre. Mais le pire est à venir. Considéré comme le plus beau parti du Gotha, le prince, ce blond aux yeux bleus romantiques, à la bouche charnue, à l'allure d'un dandy, tombait perdument amoureux d'une américaine 2 fois divorcée, une roturière qui plus est, évidemment, une américaine, qu'on appelait aussi les fleurs empoisonnées de la royauté, son nom Wallis Simpson. Elle a qu'à divorcer une seconde fois, épouser le futur roi d'Angleterre, et hop, le tour est joué, Stéphane. Pourquoi se compliquer la vie? Vous êtes touchant. Vous êtes naïf. Si seulement tout était aussi simple que dans votre tête. Le monde tournerait mieux, Stéphane. En mai 1934, Wallis Simpson devient la nouvelle et unique favorite du prince de Galles. Elle est donc mariée, mais à cette époque en Angleterre, l'essentiel est de savoir sauver les apparences. Du moment qu'ils ne s'affichent pas ensemble, trop officiellement. C'est bien là le problème. C'est que le prince de Galles ne veut pas cacher cette romance. Il invite Wallis Simpson de plus en plus souvent chez lui, à Fort Belvedere. Il la couvre de cadeaux, on parle de plus de 100 000 livres sterling de bijoux. Il ose même la présenter au roi et à la reine à Buckingham Palace en novembre 1934. Mais après cette entrevue, George V exige qu'elle ne soit plus jamais invitée. Mais pourquoi cette femme charmante, a priori, est-elle si détestée, Stéphane? Bon, dans cette histoire, 2 clans s'opposent. D'un côté, les proches du roi, le gouvernement, ils voient en Wallis une femme qui détourne le prince de Galles de son futur rôle de souverain. Ils incarnent ce qu'on appelle l'establishment, assez rigide. De l'autre côté, des hommes et des femmes aux relations américaines installées à Londres. Et eux, au contraire, ils voient cette idylle naissante comme l'occasion rêvée de pénétrer les cercles aristocratiques. Puis il y a autre chose de plus intime. Ah, quoi donc, Stéphane? Si vous voulez... Vous avez l'air gêné à l'idée même de l'évoquer. Bon, on pense qu'il était impuissant, il avait un tout petit, Stéphane. un petit pénis, il serait éjaculateur précoce, enfin... il aurait la totale, le full package. Le full package, voilà. Wallis Simpson l'aiderait à vaincre ses problèmes grâce à des techniques chinoises. La prise de Baltimore, le prince de Shanghai, la clé chinoise. Donc elle est dans les bordels de Shanghai, elle était très active, et donc elle avait appris toutes sortes de petites choses. Elle exerçait au fond sur le prince une domination maternelle, sexuelle et castratrice à la fois.
le personnel raconte que les brimades sont fréquentes et que, tel un petit garçon, il pleurait et après, il allait se faire pardonner. Petite relation SM, quoi. Voilà, je n'osais le dire. Mais dites-le, Stéphane. Oui, je le dis. Vous savez, nos auditeurs sont modernes. Devenu Édouard VIII, à la mort de son père qu'il détestait en janvier 36, il ne modifie en rien ses habitudes. Il continue de boire, de fumer, il ne s'intéresse pas à la politique. Il ne lit pas ou très peu les documents officiels qu'il reçoit chaque jour dans des boîtes depuis le gouvernement. Il préfère s'enfermer dans sa chambre avec Wallis et se divertir. C'est joliment dit. Mais surtout, sa volonté d'épouser Mrs. Simpson pose problème. Tous s'y opposent, que ce soit le gouvernement, l'église anglicane ou encore les dominions, ces États indépendants membres du Commonwealth, l'Empire britannique. Édouard VIII propose même en dernier recours à Stanley Baldwin, son Premier ministre, de conclure un mariage morganatique. Morgana quoi ? Morganatique, ça vient de Morgan Gab, c'est le cadeau du matin. Le roi épouserait donc Wallis Simpson, mais elle n'aurait pas de titre royal et leurs enfants ne seraient pas héritiers du trône. Mais que nenni, là aussi le gouvernement refuse. Le 10 décembre 1936, Édouard VIII, au pied du mur, c'est une image, parce qu'il n'était pas vraiment au pied du mur, signe officiellement son acte d'abdication et prête allégeance à son frère, le nouveau roi George VI. Au moins, il est resté fidèle à ses convictions et à l'amour de sa vie. Le gouvernement doit être satisfait, finalement. Oui, car vous allez découvrir que Wallis Simpson et Édouard VIII, devenu duc de Windsor, auraient pu faire basculer la Grande-Bretagne du côté obscur. Europe 1, 16h-18h, Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Stéphane, vous nous racontiez cet acte à la fois fou et courageux d'Édouard VIII, roi d'Angleterre, pendant moins d'un an finalement, qui a abdiqué en décembre 36 par amour pour une femme mariée, Wallis Simpson. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement britannique est apaisé parce que le couple n'est pas exempt de tout reproche. Je vous suggérais il y a quelques instants, et vous avez attendu patiemment que je revienne, c'est très gentil. Très vite, quand le prince de Galles commence à fréquenter Wallis Simpson, le gouvernement met les renseignements britanniques sur l'affaire. Les agents doivent suivre scrupuleusement le quotidien du couple. On découvre, par exemple, que Wallis Simpson avait entretenu une relation intime avec un proche du fascisme italien. Oui, elle a été la maîtresse et même tombée enceinte de monsieur le comte Ciano, qui après épousera la fille de Mussolini. Ah, c'est lui. Ah, oui, voilà. En 1937, lors d'un voyage en Allemagne, sur le quai de la gare de Friedrichstrasse de Berlin, le duc de Windsor et Wallis Simpson sont enfin accueillis par des gens qui les veulent, qui les accueillent chaleureusement. Des gens qui ont le sens de l'accueil. Oui, il y avait monsieur Goebbels, monsieur Himmler et monsieur Hess. Oui. Vous voyez, un somptueux banquet qui est donné en leur honneur. Parce que c'est ça, Hitler voulait utiliser le duc de Windsor contre son frère. Il était facilement manipulable. Un petit peu. Il n'était pas fut-fut. Et VIII et Wallis Simpson sont considérés comme des parias en Angleterre, mais chaleureusement reçus par les nazis. Et la presse britannique fait les choux gras de ce voyage. Elle se plaît à décrire la joie que le duc éprouve à s'exprimer en allemand. Le point d'orgue de ce périple est la rencontre avec le Führer, Adolf Hitler en personne, dans sa résidence du Berghof près de Salzbourg. Aujourd'hui encore, on peut voir de nombreuses photos montrant Wallis tout sourire, s'apprêtant à recevoir un baise-main de la part d'Hitler, sous le regard si fier du duc de Windsor. Dans un autre registre, les services secrets britanniques font écho d'un dîner au cours duquel le couple rencontre Joachim von Ribbentrop, envoyé spécial d'Hitler. Il est conquis, comme l'atteste une note envoyée au Führer, le prince de Galles. Et Mrs. Wallis Simpson semble très favorablement posée envers la cause allemande. Pour le gouvernement britannique, qui ne veut aucun lien avec l'Allemagne nazie, c'en est trop. D'autant que Wallis Simpson a accès à certains documents ultra confidentiels et pourrait avoir l'idée de les divulguer à ses contacts peu recommandables. L'abdication d'Édouard VIII tombe à un point nommé. Et tout cela en coulisses, certainement, a été précipité. Et les relations entre la couronne d'Angleterre et le couple, est-ce qu'elles se sont détendues avec le temps ? Non, jamais. Le duc de Windsor a passé les décennies suivantes à convaincre son frère, puis la reine Elisabeth II, sa nièce, de donner un titre royal à son épouse, mais refus systématique en exil jusqu'à la fin de leur vie. Et les liens étaient finalement rompus. À leur mariage en France, au château de Candé, en Indre-et-Loire, le 3 juin 1937, aucun membre de la famille royale n'a fait le déplacement.